Rentable, fiable, innovant. Avec eux, ça risque de fluctuer. Mais soyez rassurés, vous serez en croissance sur le marché. Francis Gosselin, Philippe Richard Bertrand. L'économie, c'est sérieux. Mais prends pas ça pour du cash. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Philippe Richard Bertrand, commençons peut-être en parlant de l'actualité. Qu'est-ce qui a attiré ton attention cette semaine? Ouais, bon, il faut toujours que je parle, moi, du fiasco, le feuilleton SAAQ, Parfait, parle-en. 2000 contrats... 1879, Philippe. 1879 contrats satellites qui pourraient totaliser, encore une fois, des sommes considérables. Plusieurs dizaines, pour ne pas dire de centaines de millions. 1,1 milliard. Là. Tellement que la procureure, là, l'avocate en question, dit qu'ils sont incapables de chiffrer l'étendue financière de ces 1800 contrats-là. Mais moi, ce que je me demande, puis j'en ai parlé à Benoît Dutrisac cette semaine, c'est tous les gens là, qui étaient en pouvoir, là, le conseil d'administration, les gestionnaires, j'espère qu'ils vont être mis... Je te parle pas de frauder, ça on ne sait pas encore, mais ce sont de mauvais gestionnaires. Ça, dans le sens, ils n'ont pas fait le travail pour lequel... C'est pas criminel d'être incompétent. Là. Parfait, mais ils sont encore sur le conseil d'administration. Ils ont changé le président. Là, non, mais il y a des administrateurs qui sont encore là. Oui. Il y a des administrateurs qui ont été placés dans d'autres sociétés d'État. Tu comprends? Si tu es un entrepreneur... Rémunéré. Si tu es un entrepreneur qui fout le bordel, l'AMP, l'Autorité des marchés publics, peut te mettre sur la liste noire de l'AMP. Okay? On voit plus ça en construction. Je pense qu'on devrait mettre la SAAQ sur la liste noire. Non, mais il faut mettre des administrateurs, des individus. Oui, ben oui. Tu sais, à un moment donné... Mais c'est difficile, je veux pas, sans faire trop l'avocat du diable, mais c'est difficile de juger de la qualité ou de la performance d'un administrateur, par exemple. Tu sais, la compétence d'un administrateur, puis je veux dire, tu as été sur des CA, moi aussi, tu sais, c'est pas toujours facile de savoir, tu sais, c'est-tu quelqu'un qui ne pose pas une question, es-tu coupable? Oui, mais moi, je veux dire, dans une entreprise privée en bourse, là, les administrateurs, il y a quelques années de mauvaises performances, les fonds de capitaux vont demander... Les actionnaires vont demander leur remplacement. Là, la population demande un remplacement. Je comprends qu'on est mais je crois comprendre quand même, Philippe, là, puis sans tomber dans le conspirationnisme, mais que ces gens-là sont nommés par... ces gens-là sont des amis. Oui, non, mais je suis d'accord, mais... On ne veut pas lancer les amis sous l'autobus. Non, en tout cas, je veux dire, mettons que je te nomme sur un CA, que tu fous la merde, tu sais, je vais pas aller dans les médias dire Philippe Richard Bertrand est un idiot, là, tu sais. Mais c'est tous des amis de la CAQ. Là. Je veux dire, la CAQ est là depuis, 3 mandats. Je veux dire, ils ont eu le temps de mettre tous leurs copains sur toutes les CA. Soi-disant, ils disaient qu'elle n'allait pas faire ça. Mais franchement, mais je pense qu'on est à l'étape en ce moment pour que le cynisme arrête, pour qu'on arrête de dire d'un élu que c'est un pas bon. OK? Parce que moi, je suis tanné qu'on fasse ça. Parce que c'est pas vrai que c'est tous des pas bons. Les élus? Les élus, les administrateurs. C'est juste que moi, faut... Tu sais, il y a une raison sur l'autoroute où il y a un panneau. Puis si tu te fais arrêter par la police, tu as une amende puis des points de démérite qui vont amener à la perte de ton permis de conduire. Alors là, ces administrateurs-là, c'est des pas bons. C'est tout. Ah, tu sais, il faut pas les remettre. Monique Jérôme Forget sort de ce corps. Non, mais il faut juste pas les mettre sur d'autres CA. Ceci dit, j'ai quand même, moi, la réflexion, parce que je me posais moi-même, le SAAQ, c'est 5000 employés. Ils ont octroyé 1879 contrats. C'est comme un contrat par 2 employés. Là. Mais juste comme, Phil, dans ma vie, j'ai reçu et donné des contrats pas 1879. En tout cas, je veux dire, l'ampleur le nombre de contrats qui ont été donnés, mais évidemment, c'est une grande organisation. Mais je me dis, t'imagines le bordel que ça incarne. La gestion de ça. Ben t'es l'administrateur. Comment veux-tu avoir le moindre visibilité sur 1879 je pense contrats? C'est impossible. Juste le département de vérification interne, il disait qu'il était 200-300 employés. C'est ça, exactement. T'sais. Mais donc, je me dis, ultimement, comment peut-on blâmer le CA ou le ministre alors que le problème, c'est que cet organisme-là existe. Et je réitère mes appels à abolir la SAQ ou du moins à la ramener à son rôle fondamental qui est celui de fournir un service d'assurance sur les dommages corporels et rien d'autre. T'sais. Ça devrait être une espèce de robot là,
là, avec 300 employés. Le problème est dans l'ampleur, parce qu'ultimement, Phil, à cette taille-là, tu devrais quasiment avoir un ministre de la SAQ, là, tu comprends? Je veux dire, c'est impossible, puis je veux dire, je suis pas fan particulièrement de Geneviève Guilbeault, mais c'est impossible d'être ministre, de gérer ce bordel-là, puis le bordel des sociétés de je veux dire, il n'y a aucun cerveau, même le plus noble et le plus brillant soit-il, qui est capable, je veux dire, même les administrateurs dont c'était une fonction ont été incapables de faire le suivi de tout ça, et je pense pas que ce soit ultimement, uniquement par négligence. Je pense que le verre était dans la pomme, cette entreprise-là, cet organisme d'État-là, est fondamentalement pourri, en fait, et il faut couper l'abcès avant que ça contamine d'autres organismes. Et tu le dis, là, parce que là, qu'est-ce qui va se passer, là? Ces gens-là vont se retrouver ailleurs, Phil. Non, mais c'est ça qui est... C'est terrible, le cas, là, là, c'est la gangrène, là, tu vois, c'est le cancer métastasique, là. Bref, parlons sur un ton un petit peu plus optimiste, Phil, de barrières interprovinciales. Il y a eu une rencontre des premiers ministres cette semaine. Daniel Smith, ta future promise, là, a fait son petit spectacle ridicule habituel. Tout le monde était quand même de bonne humeur, j'ai l'impression. Tout le monde semblait être heureux d'être là. Monsieur Carney... Qui aurait cru qu'il y aurait un patriotisme canadien derrière un banquier, là, tu sais, quand même, c'est assez drôle. Le Québec n'est pas en reste. Le ministre Skeet, qu'on salue d'ailleurs, a annoncé là, une série de mesures pour éliminer d'office là, assez massivement les barrières interprovinciales. Tu y crois, toi? Oui, honnêtement, là, je suis vraiment souvent critique par rapport à tout l'appareil gouvernemental. Sauf que je trouve qu'il fait une bonne job. Skeet? Oui. Je trouve, tu sais... Oui. Encore une fois, tu sais, si... Puis tu sais qui je suis pour... Mais si on le prenait, là, puis on lui disait, t'es le ministre de la PME, ce qu'il est supposé de faire, tu comprends? Ouais. Là, le problème, c'est que, comme il est bon, il a de la bonne presse. Mm-hmm. Et là, on l'envoie... tu sais, techniquement, c'est la job du ministère des Relations intergouvernementales. Là, il est rendu qu'il fait un bout de ça. Pourquoi? Parce qu'il est bon. Puis tant mieux. Mais... Colin, n'oubliez pas les PME du Québec. Parce que c'est bien beau tu sais, là, on parle le gazéoduc, on parle de la ligne de transport Stuart-Chauffeur, mais le poumon de l'économie du Québec, c'est les PME. Ouais. Je voudrais quand même revenir sur la question des barrières interprovinciales parce que j'ai quand même eu un petit sourire en écoutant le ministre et en lisant les propositions. On va enlever tout sauf, right? Puis là, sauf, puis c'est drôle parce que ça a coïncidé le même jour avec les nouvelles règles d'affichage sur la langue française qui sont un immense obstacle au commerce interprovincial, soit dit en passant. Donc, les barrières sur la langue, il y a évidemment tous les ordres professionnels, il y a évidemment le domaine de la construction, il y a beaucoup d'exceptions, Phil. Et quand tu achètes un véhicule en Ontario, je sais pas si tu l'as déjà fait, il peut être neuf, il peut être certifié, ça peut être une Ferrari de l'année dernière. Il faut que la SAAQ te donne une autorisation de circuler parce qu'évidemment, tu sais, l'Ontario, tu sais, c'est peut-être un pays en développement. Là, quand savons-nous? Tu sais, ce sont des barrières interprovinciales, je veux dire, franchement, à la fin. Et il y a eu un exemple qui a été cité qui m'a bien fait rire, c'est de dire on va enlever sur tous les biens et services et sur les trottinettes. Puis ça tombe bien, les trottinettes, je connais bizarrement beaucoup ça, hein, les trottinettes. C'est drôle, on va enlever la barrière interprovinciale, sauf que la trottinette, quand elle arrive ici, faut qu'elle ait moins de 500 watts, des roues de moins de 10 pouces, faut qu'elle ait... Tu sais, il y a tellement de normes pour pouvoir... Fait que tu peux t'acheter une trottinette à Winnipeg, mais tu peux pas rouler avec. Fait que c'est comme, wow, il y a moins de barrières interprovinciales. Mais tu comprends? C'est only in Québec. J'ai un graphique que j'utilise dans mes conférences, Phil, à ce sujet-là. Et le Québec, tu le sais, trône, mais loin devant toutes les autres provinces pour le nombre de barrières qu'on impose aux autres provinces. Et ce qui est assez particulier, c'est que le Québec importe plus qu'il n'exporte vers les autres provinces. Fait que non seulement on se protège énormément, mais on est perdant. Là. On a une balance commerciale négative face aux autres provinces. Donc, je me dis, en tout cas, je salue le ministre Skate, j'ose espérer qu'il va avoir le courage d'aller au bout de ses idées, mais c'est pas juste de dire on enlève la barrière, c'est qu'il faut ensuite que tu enlèves le règlement qui, une fois que le bien est arrivé, interdit l'usage. Sans quoi, c'est juste une barrière. Ça favorise pas davantage le commerce entre les différents... Je finis sur une dernière nouvelle, l'histoire, parce que moi, j'ai de la misère à comprendre, mais Mario Pelcha,
Je sais pas ce que tu as vu à Sauvignon. Ils sont revenus à la charge dans sa propriété à privée. lui, Il voulait organiser un concert à sa maison. Ouais, exactement. Ben là, dans les nouvelles, ce qu'on apprend, c'est que l'organisme en question, qu'un autre organisme qu'on devrait mettre à la poubelle. Mais, le MAPAC? Non, c'est pas le MAPAC. C'est une autre affaire. Mais ils ont dit, t'as pas le droit. Tu sais, c'est comme la commission du territoire agricole. Oui, okay. C'est correct. Il faut protéger nos terres, Phil. Peut-être un autre mandat pour notre ami Skeet, ça aussi. Là. Il pourrait se saisir du dossier, aller chanter, faire un peu de musique. Bref, aujourd'hui, les amis, on accueille 3 invités comme à l'habitude. On commence avec Sophie B. Sanson, une artiste multidisciplinaire, on pourrait dire, qui s'est fait connaître depuis 20 ans sous le nom Jackalope, qui est un animal fictif, si je comprends bien. Sophie s'est retrouvée un peu là, dans la tourmente alors qu'il y a un festival portant le même nom qui a été créé, Jackalope. Puis là, bon, ils sont un petit peu en chicane, pourrait-on dire. Il y a eu des mises en demeure, une pétition, un fundraiser. Bref, restez à l'écoute pour tout savoir à ce sujet-là. On enchaîne avec Sylvain Charlebois. Vous le connaissez, Sylvain Charlebois, qui est professeur à l'Université de Dalhousie, spécialisé dans le domaine de la nourriture, de l'agroalimentaire. On voulait parler du boycott des produits américains. Phil, as-tu acheté des produits américains à l'épicerie? Honnêtement, j'ai jamais autant regardé ce que je mettais dans mon panier d'épicerie. C'est peut-être à ton honneur. Moi, je vais en parler plus tard, mais acheté des bleuets américains récemment et je m'en voulais. On va terminer la rencontre d'aujourd'hui avec Alain Lavoie. Il est président directeur général de LexRock AI. Il se passe plein de choses dans l'intelligence artificielle. Toujours bon de se maintenir à jour en la matière. Restez à l'écoute et retrouvez-nous dans un instant pour notre premier invité. Un taux d'intérêt très élevé qui défie toute la concurrence du marché. Avec Francis Gosselin et Philippe Richard Bertrand. Prends pas ça pour du cash. On aime toujours accueillir des entrepreneurs d'ici, des entrepreneurs atypiques. Sophie B. Sanson en est une, assurément. Elle est à la fois artiste, mais aussi fondatrice de Jackalope Inc. et de Whitetail Skateboards. Il y a comme un S qui n'était pas à bonne place. Bonjour, Sophie. Bonjour. Merci d'être avec nous en studio. Merci de m'accueillir. Déjà, parlons un petit peu de l'origine de la compagnie. Moi, c'est drôle, je te disais, là, ça fait longtemps que je te connais, au sens j'ai suivi un peu les aventures de Jackalope. Ça fait quoi, 7-8 ans que tu as fondé la compagnie? Ça fait 20 ans. 20 ans, bon, tu vois. Ça fait 20 ans ce mois-ci. Fait que c'était donc avant Facebook. Là. Moi, ça fait 7-8 ans peut-être que je t'ai découvert à ce moment-là. Et donc, parle-nous un petit peu de l'origine, ton nom d'artiste, sa signification pour toi. Qu'est-ce que c'est ton entreprise? En fait, j'ai démarré mon entreprise là, au printemps 2005. Puis au début, c'était une compagnie de vêtements de sport de planche. Parce que j'ai étudié en design de mode, puis j'ai choisi le jackalope parce que c'était un animal qui était super important pour moi. J'avais une carte postale de mon père quand j'étais jeune, puis j'étais sûre que ça existait pour vrai. Je trouvais ça magnifique. Puis j'adore les animaux, alors je tenais à ce que mon logo, ça soit un animal. J'ai dessiné mon logo que j'utilise encore il y a 20 ans. Puis j'ai travaillé, justement, je me suis mis à travailler dans les sports de planche, puis en art immédiatement. Tout allait bien, j'avais une belle couverture médiatique, j'ai eu une demi-page dans Le Voir. Puis en 2012, il y a une autre compagnie qui est arrivée, le festival. Puis là, c'est plus difficile, cette collage. Oui, c'est ça. Graduellement, ça m'a comme un peu éclipsé. Là, fait qu'il y a un festival qui a été créé qui porte essentiellement le même nom, là. Je pense à une lettre près, c'est ça? Eux, ils ont un E à la fin. Et ça donne que c'est pas un festival de death metal ou de chars tunés. Ils font genre du grunge, puis du skate, puis c'est un peu dans ta talle, là, on pourrait dire. Là, ouais. C'est ça. C'est les sports extrêmes, puis ça inclut les sports de planche qui étaient vraiment ma niche. Fait que là, ça fait quand même 13 ans, donc tu dis qu'ils ont créé ça en 2012. Ce festival-là, avec le nom Jackalope, là, avec un E. Et là, donc, ça fait 13 ans. C'est quoi comment tu as réagi déjà quand tu as vu la création de ce festival? Au début, il s'appelait Jackalope Fest ou Festival. Alors, le nom me dérangeait moins. C'était clair que c'était un festival. Puis, leur logo, c'était comme un lapin de profil, super complexe, avec une guire de vélo en arrière, là, de ce que je me souviens. Je me disais, bon, c'est une autre compagnie québécoise, ils vont faire attention. Que j'ai laissé ça aller. Là, graduellement, on dirait que les gens référaient plus à eux sous le nom de Jackalope Fest, mais juste Jackalope, exactement comme mon nom. Finalement, la seule différence, c'était le E. Puis, après ça, en 2016, j'ai remarqué qu'il y avait un nouveau logo qui avait remplacé l'autre qui ressemble énormément au mien. Okay. Alors là, à ce moment-là, ça m'a dérangé. OK. Puis là, donc, vous êtes... c'est pas l'amour fou, on va dire ça, entre toi et cette équipe-là? Moi, au début, moi, je suis une personne vraiment pacifiste. Là. Je vis dans un monde de pouliches puis de jackalope, justement. Là. Fait que
moi, je me suis dit, je vais les contacter, puis je vais leur demander comment ils avaient prévu gérer ça pour pas que nos compagnies créent la confusion. Fait que j'ai contacté. Est-ce qu'ils te connaissaient? Je veux dire, est-ce qu'il y avait... Dans ce temps-là, j'étais très, très bien référencée sur Internet. J'étais au registraire des entreprises, j'étais incorporée. C'était dur, là, les Jackalope n'étaient pas populaires, en plus, à cette époque-là, sur Google. Tu veux dire l'animal, là? L'animal, c'est ça. Là, c'est devenu vraiment plus populaire. Il y a des brasseries et toutes sortes de choses, mais c'était vraiment dur de pas tomber. Juste, même Google Images, c'était beaucoup des créations que je faisais. Mon logo apparaissait tout le temps. C'est un peu ton nom d'artiste. C'est mon nom d'artiste, c'est absolument mon nom d'artiste. Là, j'ai signé des murales gigantesques avec mon logo puis ce nom-là. Les gens m'appelaient Jackalope, je viens de Québec. Puis dans la communauté artistique, tout le monde m'appelait Jackalope. C'est ça. Puis, fait que moi, je les ai contactés de manière amicale. Je leur ai demandé comment ils prévoyaient gérer ça. Puis la réponse, de ce que je me souviens, c'était de l'ordre de c'est un nom commun. En gros, je vois pas le problème. OK. Et ça s'est envenimé plus récemment, si je comprends bien. Oui. Peux-tu nous décrire un petit peu les faits, là? On va s'en tenir aux faits. On va s'en tenir aux faits. C'est ce qu'il faut. En fait, je les ai recontactés aussi en 2021. Puis là, j'étais prête à faire des concessions. Là, je me suis dit, ils étaient tellement en train de m'éclipser. Mon référencement a vraiment baissé. Ouais, puis... Parce que c'est plus gros, là. Je veux dire, ils mettent des dollars. Oui, ils ont beaucoup plus d'argent que moi. Là, puis oui, c'est ça. Oui, absolument. Puis moi, j'ai jamais été dans cette industrie-là pour l'argent et tout. Jamais. C'est sûr qu'on n'a pas les mêmes background ou vision, probablement. Fait que c'est ça, je les ai recontactés en 2021, puis là, j'étais prête. Je me suis dit, on fait une collaboration. On est 2 entreprises québécoises, on est 2 personnes créatives. J'assume que vous êtes créatifs aussi. On va trouver quelque chose. Puis ça n'a pas fonctionné. Puis, fait que en 2024, à l'automne dernier, ils m'ont envoyé une mise en demeure pour me dire que... je vais l'amener même, là. Juste pour pas dire des choses qui sont pas écrites, mais entre autres, il y a 6 points. Puis il est écrit clairement qu'ils n'hésiteront pas à me entreprendre les procédures judiciaires si j'abandonne pas mon nom, que je m'engage pas à jamais contester leur marque, que j'abandonne pas mon logo que j'ai dessiné il y a 20 ans. Puis ils commencent leur mise en demeure. Moi, ce que j'ai trouvé spectaculaire, c'est qu'ils commencent leur mise en demeure premièrement à côté de mon nom en m'appelant messieurs. Ça vient de Robic. Ouais. Je sais que c'est pas des amateurs. Non. Puis ensuite... Robic qui est un grand cabinet d'avocats, notamment spécialisé en propriété intellectuelle. Exactement, c'est quand même assez particulier. Ouais. Oui, puis... Puis messieurs, as-tu des associés dans ta compagnie? Non, je suis tout seul, j'ai toujours été seule. Si je vérifie au registre des entreprises, oui, je suis la seule personne. Puis il y a mon nom, puis ensuite, ça dit... qu'il vient d'être porté à notre attention que vous utilisiez le nom de Jackalope. Je dis, mais non, mais on se connaît, on s'est même rencontrés en personne, on a essayé d'en parler. Je me dis, comment vous pouvez dire comme première phrase, ou en tout cas, sur la première page, que ça vient d'être porté à votre attention? J'étais complètement abasourdie. Puis c'est ça, puis il me demande de fermer mon Inc., de me débarrasser de mon Inc. Je sais pas exactement comment il pense que je vais le faire. Me débarrasser de mon nom de domaine, jackalope.com, que j'ai depuis des années. Toutes mes adresses courriels sont dessus. Je peux pas me débarrasser de ça. Ça serait comme leur donner mes courriels. Puis de confier... c'est ça. Aussi de tout effacer référence au mot Jackalope de mes réseaux sociaux. Mais c'est ma carrière d'artiste. C'est tous mes projets que j'ai faits depuis 20 ans que j'ai signés avec... Sur des murales dans l'espace public. Oui, c'est ça. Des murales, plein de vêtements, plein de... Je me dis, mais... Ouais. Excuse-moi de rire. Ouais, non, mais c'est risible, là. C'est vraiment typique, risible. Typique langage. D'avocasserie. D'avocasserie. Puis, tu sais, bon, faut faire attention nous-mêmes pour pas donner notre opinion parce qu'on n'est pas avocat. Mais c'est sûr que, tu sais, bon, là, je connais pas assez le dossier. C'est risible, comme tu l'as dit. Sûrement, mais tu sais, je pense que va falloir que vous trouviez un terrain d'entente. Là, je suis pas avocat, mais c'est sûr que si t'es capable de démontrer très clairement que l'incorporation a été créée avant la leur, eux, par contre, ils ont peut-être fait les démarches pour avoir la marque de commerce que tu n'as peut-être pas fait toi, etc. Donc, je suis pas avocat, je peux pas me prononcer, mais ça me semble compliqué. Mais on se retrouve quand même dans une situation un peu David contre Goliath, là. Faut se le dire, là, tu parlais d'argent, là, puis je veux pas comme t'as pas à nous dévoiler tes finances personnelles, Sophie, mais de ton propre aveu, là, c'est pas t'es pas une multimillionnaire et donc je suis pas là-dedans pour ça non plus. La raison pour laquelle je voulais t'inviter à notre émission, notamment, c'est que tu as donc tu as l'intention de te défendre, si je comprends bien, ou en tout cas de retenir des services professionnels, là. Je sais pas si on dit se défendre, mais et donc tu as lancé un sociofinancement, notamment.
Oui, ben c'était pas le socio-financement, je voulais pas le faire. Les gens me disaient de le faire, je voulais pas le faire, j'étais pas à l'aise. Fait que j'ai lancé une pétition. Mais sur le site, moi c'est la première fois que je faisais ça. Sur le site de pétition, les gens peuvent donner un don. Mais ils pensent qu'ils le donnent à moi, mais ils le donnent au site de pétition. C'est ça, ils ne donnent pas à moi. Puis là, je voyais, il y avait des 500 $ qui rentraient là. Puis j'étais comme, oh my God. Fait que là, je me sentais mal pour les gens. Il y a du monde qui m'écrivait, je t'ai envoyé un don. Puis là, je voyais leur don. Puis j'étais comme, non, c'est pas à moi que vous l'avez envoyé. Fait que là, ils m'ont dit, mais fais une campagne. Fait que là, je l'ai faite. Mais c'était pas, au début, c'est pas ça ce que je voulais. C'était plus la sensibilisation. Mais donc, c'est très intéressant. Donc, et là, donc, tu te retrouves avec un peu presque malgré toi une campagne de socio-financement entre les mains. À combien est-ce que tu es rendu là, au moment où on se parle? Là, j'étais proche du 4000. T'as-tu comme fixé un objectif quelconque? Non, moi c'est ça. Moi, cette partie-là, je l'ai juste faite. Puis tu as l'intention d'utiliser cet argent-là pour embaucher un avocat? C'est juste pour rembourser les frais, d'avocat. Puis si jamais je l'utilise pas, ce qui me surprendrait, mais si je l'utilise pas, je vais rembourser les gens. Là. Moi, je suis vraiment pas à l'aise de prendre l'argent des gens de même. Et là, qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe, là, mettons? Là? C'est quoi le meilleur scénario là, qui pourrait arriver là, à partir de maintenant, selon toi? Dans ma tes pétition, désirs, là, moi, c'est sûr que pour la communauté de skate, je voudrais pas que leur événement disparaisse, dans le sens que je sais que pour certains athlètes, c'est un tremplin c'est les premières vraies compétitions qu'ils peuvent faire. Il y en a d'autres, mais c'est la mieux organisée, la mieux médiatisée. Puis je voudrais pas que les athlètes perdent ça. Fait que moi, j'aimerais qu'on puisse cohabiter, évidemment, mais pas au prix de perdre mon identité, pas au prix de me faire manquer de respect, puis pas au prix de recevoir des mises en demeure comme ça avec des informations qui sont erronées, là, clairement. C'est ça. Ouais, fait une forme d'amateurisme. C'est très intéressant. C'est pas la première fois qu'on voit ça. Il y avait pas une madame là qui avait été poursuivie par les jus Oasis. Oui, je connais qui faisait des chandelles de mémoire. Là. En tout cas, elle faisait du savon, je pense. Du savon, les savons Oasis. Bon, c'était plus de l'artisanat que de l'art, mais peu importe. Encore une fois, puis il y avait vraiment eu tout un mouvement de soutien à cette dame-là, de sorte que finalement Oasis avait décidé d'un peu abandonner l'affaire. Et même la dédommager. Encore une fois, je sais pas, mais j'aimerais un peu t'entendre parce qu'on voit beaucoup de ces cas-là où des artistes individuels qui sont pas nécessairement là, des Taylor Swift, là, hyper riches, hyper médiatisés, mais des artistes individuels qui ont quand même une carrière, comme dans ton cas, plusieurs décennies, qui se font... dans ce cas-ci, c'est pas du vol, là, c'est comme... On peut prétexter l'erreur de bonne foi, mais tu sais, je me rappelle comment c'était... il y avait une compagnie de vêtements, là, carrément, ils volaient les patterns des artistes individuels, puis ils reproduisaient ça, mais fait en Chine, là, évidemment, à petit frais. J'aimerais un peu t'entendre, puis si on sort du dossier spécifique là, de Jackalope, mais tu sais, sur la protection qu'on offre aux artistes, est-ce que, je sais pas, est-ce que les ministères, est-ce que la SODEC, est-ce que... Trouves-tu que, tu sais, j'ai le sentiment parfois que les artistes sont un peu laissés à leurs propres moyens là, pour comprendre et se défendre face à ce monde corporatif-là. C'est quoi un peu ta lecture, toi qui es quand même dans cet univers-là depuis une vingtaine d'années? Je dirais que moi, à ma connaissance, on est un petit peu laissé à nous-mêmes, effectivement. Puis, il y a peut-être des ressources, mais je les connais pas. Puis, je pense qu'elles sont probablement dures d'accès. Puis, pour avoir beaucoup d'amis artistes, il y en a plein qui se font plagier continuellement. Notre mentalité, là, maintenant, je suis dans le skateboard. Puis notre mentalité, c'est plus, on continue à créer, on reste toujours à l'avant, puis on va se faire plagier, c'est pas grave, on reste en avant parce que on peut plus ou moins avoir rétribution pour ce qu'on se fait enlever. Dans le régime actuel, puis c'est évidemment, comme tu le montres bien, comme ton exemple le montre bien, c'est à d'importants frais qu'on peut éventuellement, ne serait-ce que se faire représenter. Il n'y a pas de système de protection pas à ma connaissance, qui existe au Québec pour ça. Bref, une bien triste histoire, en tout cas, autant pour toi que le fait que ça soit rendu là ultimement. Là, comme tu l'as dit, il me semble qu'il y a plusieurs choses qui vous réunissent plus que de choses qui vous séparent. On espère que tout ça aura un dénouement heureux. Là. Et entre-temps, vous pouvez trouver, c'est sur GoFundMe, je pense. Oui, mais moi, il y a la pétition que j'aime mieux que le monde signe. Les gens peuvent envoyer sur GoFundMe. J'ai un GoFundMe. C'est une émission d'économie. Là, OK, bon. GoFundMe. Regarde. Mais la pétition, parle-nous-en donc un instant. Là, dans la pétition, je fais juste demande vraiment légitime, juste de respecter mon identité, de renoncer à des actions juridiques. Puis, tantôt, j'ai regardé, il y avait 1356 signatures en 10 jours. Fait que je pense que mes demandes sont pas exagérées. Puis... Surtout que, tu sais, encore une fois,
Je pense que vous pouvez cohabiter. Mais absolument. Moi, je fais des skateboards, il fait un bon. événement. C'est tellement différent. On est même complémentaires. Ouais. Bref, triste histoire. On va suivre ça avec le plus grand intérêt. Sophie, Merci puis on te souhaite infiniment. bonne chance pour la suite de Merci ces beaucoup. aventures, si on peut les appeler comme ça. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Pour obtenir une réponse à vos questions, écrivez à Francis et Philippe à l'adresse studio@commercial-cube.radio. Samedi dernier, à l'épicerie, Philippe, ma blonde, a acheté plusieurs casseaux de bleuets à 3,99 $. Oh. Et je lui ai demandé d'où ils venaient. Et elle a regardé et il venait des États-Unis. Les méchants. Imagine. Les Québécois, manifestement, ont peut-être eu un petit moment de rage contre la machine américaine, mais semble que ça n'a pas duré, ou en fait, on n'a pas vu l'impact de ce grand boycott déclaré, notamment dans le domaine alimentaire. Et on en parle avec Sylvain Charlebois, là, qui est un spécialiste de l'industrie agroalimentaire. Vous le connaissez, il est sur plusieurs tribunes, régulièrement à Cube. Il est professeur à l'Université de Dalhousie. Bonjour, Sylvain. Bonjour. Donc, on a vu cet article passer dans le journal ce week-end et on trouvait ça quand même intéressant. Là, selon une étude de Nielsen IQ, 36% des Québécois affirment éviter les produits alimentaires américains, mais il n'y a pas vraiment eu tant de diminution de vente. Là. Donc, c'est beaucoup plus déclaratif que behavioral, si je peux dire ça comme ça. Est-ce que c'est une opinion ou une lecture que tu partages? Ouais, d'ailleurs, cette semaine, je vais sortir d'autres données de la firme NIC qui démontrent clairement que oui, il y a eu du patriotisme, mais le budget nous a rattrapé aussi en même temps, hein, parce qu'on a un budget à respecter. Ce que j'en ressens, c'est dans le fond, c'est qu'il y a une haine envers les Américains. C'est sûr que les ventes pour les produits américains ont diminué, mais ça ne veut pas nécessairement dire que les produits canadiens en ont profité ou les produits québécois en ont profité, parce qu'on parle vraiment d'un transfert là, très, très minime. Donc, on parle d'une baisse assez substantielle pour les ventes américaines. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que les épiciers ont remarqué que les gens ne voulaient pas de produits américains, alors ils sont allés ailleurs. Ouais, comme c'est ça, au Mexique, au Pérou, c'est ça, j'allais dire. Moi, quand ça vient du Mexique, c'est correct. C'était pas nécessairement moins cher. C'était pas nécessairement moins cher, là. Tu sais, il n'y a pas eu. Tu sauvais pas d'argent dans le panier d'épicerie en faisant ça, là. Non, effectivement. Alors, les épiciers, ils savent que le prix vraiment est important. Je pense que les gens ont voulu supporter l'achat local le plus possible, mais il n'y a pas tout le monde qui peut le faire, là. Donc, on a voulu aussi offrir des options plus abordables à une clientèle qui est éprouvée par des budgets plus serrés, finalement. C'est un peu ça qui s'est passé. Donc, puis l'autre chose, c'est que, tu sais, quand on arrive à l'épicerie, ça avait l'air de la Saint-Jean-Baptiste ou de la Fête du Canada à tous les jours, là. Mais après un certain moment, on les voit plus, là. On voit plus les fleurs de lys, on voit plus les feuilles d'érable, là. On les voit plus. Alors, les gens vont simplement aller à l'épicerie, puis ils vont tout simplement continuer à acheter ce qu'ils achètent. Et en regardant les petites étiquettes jaunes puis les petites étiquettes rouges, n'est-ce pas, pour montrer les rabais ou les bonnes affaires. Tu le dis justement, là, le prix, ça reste évidemment un ou le facteur déterminant dans les choix de consommation à l'épicerie. Je voulais un peu t'entendre, là, Sylvain, je sais pas si ça fait partie de tes compétences en psychologie du consommateur, mais je fais quand même une petite tranche de vie, là. Je gagne très bien ma vie et je reste un magasineux comme compulsif à l'épicerie. Si c'est pas un rabais, genre les All Brand, on attend des fois plusieurs semaines. Le yogourt Liberté, là, quand c'est en rabais, j'en achète comme 8 paquets. Mais pour sauver finalement comme $6 sur ma facture à la fin du compte. Il y a quelque chose de bizarre dans notre rapport à l'épicerie qui, je trouve, quasiment indépendant de notre niveau de vie ou notre niveau de revenu, c'est que les gens ont comme, je sais pas, une certaine frustration face à l'augmentation des prix qui se transpose à tous les niveaux de salaire, là. Qu'est-ce qui est particulier à l'alimentation? Tu sais, puis après ça, tu tournes de bord puis tu vas t'acheter une paire de Nike à $180 sur Internet. Puis comme, ah oui, là. Puis là, il y a des frais de livraison de $10. Puis comme, ah oui. Ouais, mais tes Nike, ils n'ont pas diminué dans le casseau.
sais, moi, je le dis publiquement. Tu parles de réduflation? Réduflation. Ouais. Moi, je suis un adepte de Costco. Là. J'ai 2 joueurs de football à la maison, là, 2 qui mangent comme des ogres. Donc, tu sais, moi, le paquet de 5 steaks, ben, c'est 5 steaks, même si on est juste 3 alentour de la table. Parce que j'ai des enfants qui... Ouais. Mais tout a diminué. Le pâté chinois, il a perdu 1 pouce pratiquement dans la barquette. Fait que j'aimerais ça t'entendre, Sylvain, là-dessus. Il est où notre problème psychologique dans le prix à l'épicerie? Là? C'est reptilien, c'est fondamental, c'est... Écoute, d'abord, pour tes All-Brand, si t'attends 8 semaines pour tes All-Brand, j'espère que tu as d'autres solutions pour ta flore intestinale. Non, mais on en achète 3 boîtes à ce moment-là, tu comprends? Puis là, d'ailleurs, je me rappellerai, je t'ai interviewé, je pense, cet hiver, là, dans le temps des fêtes, puis tu m'as parlé d'huile d'olive. Puis c'est fou comment que le prix a baissé, là, maintenant, le gros pot. Là, en tout cas, bref, on pourrait passer des heures à parler de ça. C'est sûr qu'il y a un malaise au niveau... un malaise mercantile au niveau de la filière agroalimentaire. On parlait de souliers tantôt. Les souliers, les gens vont se dire, ben, c'est une marque, c'est pas quelque chose qu'on a besoin, mais c'est quelque chose qu'on veut. Tandis qu'à l'épicerie, ben, c'est vraiment une nécessité. Là. Pour survivre, il faut manger. Alors, la relation qu'on a avec la nourriture est différente, surtout au niveau financier. Alors, quand on voit qu'il y a des cas de réduflation, par exemple, ça vient qu'à frustrer beaucoup de monde parce qu'on sent qu'on se fait avoir là, d'une façon. Puis pourquoi oser truquer les consommateurs, que ce soit pour ce qui est de la réduflation ou la qualiflation, ça c'est un autre aspect parce qu'on remplace des ingrédients plus cheap ces temps-ci. Comme si par exemple le cacao coûte plus cher, ce qui est le cas. Ben, il y a probablement beaucoup de cacao qui est remplacé par des ingrédients artificiels, ces choses-là. Alors, les gens remarquent ces choses-là, puis ils se sentent truqués, ils se sentent lésés par l'industrie quand on voit ça, surtout parce que manger, c'est nécessaire. Donc, c'est pour ça que la relation est quand même assez différente avec la nourriture versus les souliers ou les voitures, les assurances, des choses comme ça. Il y a quand même quelque chose d'un peu irrationnel là-dedans. Revenons à l'idée du boycott là, qui était l'objet de l'article, notamment. Bon, les boycotts, de manière générale, ma lecture d'économiste, c'est que ça ne marche pas. Il y a quelques exceptions historiques. C'est quand même de mémoire la première fois qu'on boycotte à ce point tel un pays en entier, les États-Unis, et pas le moindre des pays dans notre relation agroalimentaire, évidemment. C'est un de nos principaux fournisseurs hors Canada, là, les États-Unis. C'est quoi les conditions qu'il faudrait mettre en place pour que ça fonctionne, un boycott américain là, de produits américains? Est-ce que c'est une vue de l'esprit ou s'il y a vraiment quelque chose à faire, là, Sylvain? C'est une bonne question. Moi, d'abord, je pense que la cible doit être claire. L'ennemi doit être clair. L'ennemi, dans ce cas-ci, c'était une personne, un locataire à la Maison-Blanche. Mais la cible est pas claire. On boycotte quoi exactement? Une politique, un magasin, une marque. Il y a eu un boycott qui a bien fonctionné au Canada dans l'histoire. C'était en 2014 en Ontario quand la fameuse guerre de ketchup. Je sais pas si tu en as entendu parler avec Heinz. Qui avait fermé son usine à Leamington et puis tout d'un coup, on a décidé de carrément boycotter Heinz et puis pour forcer Loblaws à vendre le produit French, qui était le nouveau client de l'usine de Leamington qui avait été délaissé par Heinz. C'est comme, et ça avait fonctionné. Puis depuis ce temps-là, depuis 2014-2015, je sais pas si ça a marqué, mais la section du ketchup à l'épicerie est pas mal canadianisé, là. Il y a beaucoup de Canada. Avant, il n'y en avait pas. La plupart des produits arrivaient des États-Unis. Ça, c'est un boycott qui a fonctionné. Pourquoi? Parce que la cible était claire et c'était bien organisé. En dedans de 48 heures, Loblaws avait changé d'idée, ça avait fonctionné. Dans le cas du boycott actuel, quel était le but? Quel était l'objectif? Est-ce que c'était de changer, de forcer au président américain de changer d'idée? Est-ce que c'était vraiment de juste supporter la filière canadienne ou québécoise? L'objectif n'était pas clair et c'est pour ça que probablement que les résultats sont quand même, moins encourageants, je dirais, là, ou moins probants. Puis l'autre chose aussi, c'est que, tu sais, il y avait quand même des paradoxes, là. Pendant que les gens boycottaient des marques, ils allaient à Costco,
il allait à Walmart. Ouais. T'sais, puis je pense que j'étais allé au Québec durant l'hiver, puis il y avait beaucoup de monde au Costco. Là. Et j'ai rencontré des gens au Costco qui essayaient de boycotter des produits américains. Fait que vraiment, tu voyais qu'il y avait un peu de confusion. Puis les gens interprétaient le mouvement à leur façon. Puis d'ailleurs, j'avais vu là, à quelque part dans les médias que peut-être qu'il y avait un certain impact sur les produits frais en épicerie, comme tu le décris, mais tout ce qui touche la restauration, qui est quand même un autre pendant de l'agroalimentaire, les McDonald's et tout ça, aucune variation. Non, c'est comme alors qu'il y a-tu un symbole plus américain que tout ça. Petite parenthèse, confirme-moi, Sylvain, mais French, c'est quand même aussi une compagnie américaine, non? Oui, c'est ça. Même s'ils utilisent des tomates canadiennes et qu'ils embouteillent ça au Canada, c'est une compagnie du New Jersey, donc on n'est quand même pas à une contradiction près. Effectivement. Je m'en voudrais de t'avoir... et pas de parler 2 minutes de la gestion de l'offre, Sylvain. Là, je veux pas te surprendre, mais quand même. Bon, parce qu'on parle de la relation... Là, t'es au Québec, toi. Moi, je prends pas de risque. Toi, tu prends des risques. Ouais, mais c'est toi qui vas répondre aux questions. Là. On est dans une situation tendue avec les Américains sur un paquet de plans, évidemment. Taxe sur les services numériques, l'aluminium. D'ailleurs, Donald Trump a signé là, plus tôt cette semaine une augmentation des tarifs. Mais semble-t-il, selon des gens qui sont informés du dossier, que dans la négociation qui va inévitablement avoir lieu entre les Américains et les Canadiens, Donald Trump et son équipe aimeraient bien voir notre système de gestion de l'offre qui soit remis en cause, voire carrément aboli. Je sais que tu t'es exprimé de nombreuses fois à ce sujet-là, Sylvain. Peux-tu nous faire un topo là, en quelques minutes, là, grosso modo? Parce que les gens sont, je pense, légitimement inquiets. Là. C'est un système qui fonctionne. Bon, je sais pas s'il fonctionne, mais c'est un système qui est en place surtout depuis au Québec, très longtemps. Ça a permis quand même une certaine autonomie de nos agriculteurs, de gagner leur vie, de manière noble et digne. Comment ça pourrait se passer, là, demain matin, là, on décide de sabrer là-dedans, là, concrètement, là, ça se traduirait par des faillites nombreuses? Ça serait une révolution, là, Sylvain, qu'on ferait vivre au système agricole québécois. Ben, d'abord, il faut reconnaître que le Québec produit presque 40% du lait qu'on a au Canada. Là. Avec 20% de la population, c'est 40% de la production, alors que c'est pas rien. Donc, le Québec a beaucoup à perdre. C'est pour ça que la gestion de l'offre est un sujet vraiment sensible au Québec. Moi, je souhaite un jour qu'on ait une discussion vraiment intelligente sur l'avenir de la gestion de l'offre. Parce que là, actuellement, il y a 2 camps. Il y a le camp de ceux qui veulent abolir le système. Ça, c'est pas moi. Il y a des gens qui veulent le statu quo, et c'est pas moi. Moi, je suis un peu entre les deux. Okay. Tu sais, ce qu'on voit actuellement, c'est la disparition d'une filière laitière. On n'a pas une filière laitière qui est performante, qui est compétitive. Fait que ça dérange les gens. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de produits qui sont plus chers, normalement. Pas tous les produits, mais comme le fromage, par exemple, est très cher. Pourquoi? Parce que le lait industriel canadien est le plus cher au monde. De loin, là. Alors, est pas mal plus cher que le lait américain. Alors, si demain matin, on met fin au système de quotas, là, moi, je suis pas mal convaincu que la plupart des fermes laitières au Québec vont disparaître. Puis, je pense pas que les Québécois veulent ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Ben, c'est de dresser un genre de parchemin, un parcours, une feuille de route, offrir une feuille de route à la filière laitière pour qu'elle puisse être plus compétitive. C'est ça qu'il va falloir discuter, mais là, actuellement, l'Union des producteurs agricoles, notamment, ne veut rien savoir, l'Union ne veut pas parler de l'avenir de la gestion de l'offre. Or, on voit chaque année des fermes disparaître, on voit une filière qui est de moins en moins performante, on voit des scandales de dompage de lait, la qualité du beurre qui laisse à désirer, on n'a pas un système qui est transparent. Alors, les gens, ils posent des questions légitimes parce que puisqu'on a des quotas sanctionnés par l'État, on s'attend à avoir une filière qui est beaucoup plus responsable envers le public qu'actuellement. Très intéressant, Sylvain. Merci pour tout ça. Évidemment, c'est toujours des vastes, beaucoup de grains à moudre dans tout ça. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous. On va certainement se reparler au cours de l'été, toi et moi. Avec plaisir. Salut. Bye-bye. Francis Gosselin, Philippe Richard Bertrand. Le seul duo qui vous redonne vraiment la monnaie de votre pièce.
Notre prochain invité est une figure bien connue dans le monde de l'intelligence artificielle responsable au Québec. Alain Lavoie, que je salue, est président et cofondateur de LexRock AI, une entreprise qui mise sur la sobriété numérique, la conformité réglementaire et la souveraineté technologique. Ils ont récemment annoncé un partenariat avec, là, je sais pas comment on dit, Pink Square, un centre d'innovation numérique pour bâtir un écosystème numérique canadien à la fois sécurisé, durable et souverain. Alain, bonjour. Bonjour. Merci. Je suis content d'être avec vous. Ben, on est très content de t'accueillir. Dis-nous peut-être déjà PINQ2. Comment prononce-t-on cette affaire? Qu'est-ce que c'est et d'où est né ce partenariat? Bon, Pink, on prononce Pink, plateforme en innovation numérique et quantique. Donc, vous avez tous entendu parler de l'ordinateur quantique au Québec. Mm-hmm. C'est l'organisation qui a acquéri cet ordinateur-là, mais c'est aussi une plateforme, une infrastructure numérique qui contient 5800 vCPU et près de 200 GPU. Donc, c'est une grosse infrastructure qui a été créée avec l'aide du ministère de l'Économie, donc pour être en mesure d'initier des projets de recherche utilisant ces infrastructures-là au Québec. Donc, comment ça fonctionne? C'est une compagnie a un projet de recherche à faire, essentiellement communique avec Pink, a des chercheurs partout au Québec, ça peut être des chercheurs qui viennent des universités, des centres de recherche de tout partout au Québec, et peut initier un projet de recherche où ils vont utiliser l'infrastructure de Pink. Et Pink est là pour accompagner les entreprises dans ça. C'est un secret bien gardé. C'est un secret... et aussi, Pink a eu le mandat, il a été fondé il y a à peu près 5 ou 6 ans, mais il a eu le mandat aussi de s'occuper de l'ordinateur quantique essentiellement et de pouvoir travailler avec IBM pour construire cet ordinateur-là qui est à Bromont, là, mais qui a été construit. Donc, c'est ça que ça fait Pink essentiellement. Et donc le partenariat que vous avez annoncé, comment ça s'inscrit? Là? C'est un partenariat d'utilisation de l'infrastructure ou comment ça fonctionne? Entre autres, c'est plus que ça. Je vais vous donner le contexte. Il y a 3 ans, moi, j'essaie de développer l'Europe. Et en Europe, il y a un trend qui est très important, c'est le trend des clouds de confiance. Beaucoup d'entreprises en Europe essayent essentiellement de dire, qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir le contrôle de mes données, le contrôle de mes infrastructures? Donc, ils se mettent ensemble, il y a des compagnies, des grandes compagnies qui se mettent ensemble puis qui créent des data centers, des centres de données et qui disent, ce qui va être à l'intérieur de ça, je simplifie là, c'est réglementé, mais je simplifie, mais ce qui va être à l'intérieur de ça, c'est sous contrôle de notre entreprise. Et si jamais on veut avoir accès à nos données, on a accès. Si on veut avoir accès à un third party, à une compagnie externe comme Microsoft, AWS, on va ouvrir les vannes, mais c'est nous qui décidons en tant que entreprise qui est partenaire de ce cloud de confiance-là. Donc, voyant ça, il y a 3 ans, puis nous, on parlait avec des clients en Europe, ils nous disaient, viens t'installer dans un cloud de confiance si tu veux travailler avec nous. Mais là, on a regardé ici au Québec, comment on peut commencer cette chose-là, puis comment on peut aider en même temps, c'est un projet qui est hyper intéressant pour Pink, pour LexRock, mais aussi pour toutes les PME qui vont vouloir. On essaie de tracer une voie où les PME vont pouvoir venir installer des technologies dans un cloud de confiance où on contrôle l'infrastructure au complet et que les compagnies vont pouvoir démontrer leur technologie. Les compagnies technologiques du Québec vont pouvoir le faire. Donc, nous, on rouvre on rouvre la voie dans ce contexte-là en disant, on va aller installer notre technologie là-dedans, on va aller expérimenter avec Pink comment on fait ça, essentiellement, et on va essayer d'amener d'autres entreprises éventuellement à venir faire ça. Un exemple où ça va être utile, vous pouvez penser à des gouvernements, vous pouvez penser à des municipalités, vous pouvez penser à des entreprises qui voudraient essayer notre technologie dans un cloud de confiance avant de l'amener dans leurs infrastructures ou de l'amener ailleurs, pourraient aller faire leur projet d'innovation à l'intérieur de cette plateforme-là avec des chercheurs du Québec ou avec des centres de recherche. Donc, c'est dans ce sens-là que cette annonce-là a été faite et on en est très, très fiers parce que c'est une façon de démontrer. Puis il faut savoir que Pink est fait dans
a été créé dans un contexte de récupération de chaleur, d'être éco-responsable essentiellement. C'est donc, l'aspect durable, effectivement. Ben, je pense que si on regarde, tu sais, un peu, ça fait longtemps qu'on parle au Québec de la souveraineté des données. Là, tu sais, c'est pas, là, je pense qu'on est à l'étape de le faire. Tu sais, il y a quelques joueurs qui se sont manifestés dans le marché. Vous en faites partie. Mais c'est sûr que si moi je le ramène à nous, ce qu'on fait, là, tu sais, dans mon propre projet d'intelligence artificielle, mais c'est sûr que nous, il va falloir regarder des outils comme ça, justement, pour garder le contrôle des données en territoire canadien, québécois, là, dans ce cas-là. Mais est-ce que les gens sont, ben, tu sais, pas les gens, là, mais est-ce que les entreprises sont prêtes à ça? Est-ce qu'ils sont prêts à aller dans un cadre de confiance? Oui. Moi, je peux vous dire que il est arrivé un événement dernièrement où il y a de quoi qui s'est passé au sud du Canada et les gens sont en mesure, en ce moment, me posent des questions. Puis quand on parlait de ce projet-là en amont avant de faire l'annonce et les gens disaient, ça commence à cocher des cases que nous, on regarde là, en ce moment, dans les critères pour voir. Puis, tu sais, dans notre monde, moi, notre système, c'est un IDP, c'est un Intelligent Document Processing, donc c'est un service de traitement intelligent des documents. Les gens avant qu'il arrive M. Trump, ben ils regardaient ce qu'il y avait dans les rapports Gardner, puis ils disaient ce qui est dans Gardner, c'est ça qu'on fait. Nous, maintenant, avec M. Trump, les gens regardent et disent « Oh, y a-tu de quoi au Québec qui pourrait faire la même chose? Puis on pourrait ça regarder ça. » Donc, on vient cocher des cases avec ça et avec l'annonce qu'on est en train de faire, on vient véritablement d'ouvrir non seulement la voie pour l'XROKI, mais pour d'autres entreprises qui voudraient aller s'installer dans cet écosystème-là et pouvoir partager, j'espère qu'un jour, ça va permettre de partager ça avec, par exemple, le gouvernement ou des municipalités qui pourront utiliser cette infrastructure-là pour expérimenter l'innovation au Québec, parce qu'on a un savoir-faire au Québec incroyable. C'est pas juste l'XOKI, c'est toutes les entreprises. J'aimerais parler un peu de produits, notamment avec toi, Alain. Vous avez un truc qui s'appelle LR Studio. J'aimerais un peu comprendre qu'est-ce que ça mange en hiver, comment ça fonctionne, quel type de clientèle est-ce que vous visez avec un produit comme celui-là? OK. LR Studio, j'ai dit, c'est un système de traitement intelligent de documents. Donc, ça l'aide les humains à lire des documents, à extraire les informations dans les documents et à aussi assurer la traçabilité par rapport à l'IA. Donc, je vais faire une analogie avec une cuisine. Il y en a plusieurs, hein, on n'est pas tout seul à faire ça. Avec une grande cuisine, où vous pensez, vous auriez tous les équipements, le NEC plus Ultra de tous les équipements. Ben ça, c'est des grandes plateformes comme les plateformes qu'on retrouve chez Microsoft, chez Google, il y a UiPath, il y en a plusieurs. Il y a ça, on appelle ça des IDP généralistes. Il y a les IDP pure play comme nous, qui sont un peu comme on a non seulement qu'on utilise des équipements de ce type-là, mais on a aussi les chefs qui concoctent aussi. On a l'expertise pour faire des recettes, pour pouvoir livrer le mets exactement au client selon ses besoins. Okay. Parce que les grandes plateformes, ils vous offrent les grandes plateformes, puis ils vous disent, ben faites ce que vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Nous, on est là en tant que spécialistes pour pouvoir livrer ce type de choses-là. Puis je dirais même plus, ben LR Studio, ben c'est comme si on était un chef 5 étoilé puis qui livrait des non, c'est le vendeur qui ressort. Là. Mais ceci dit, donc, ça veut dire qu'il y a une plateforme. Est-ce qu'il y a aussi une partie de service? C'est-à-dire, est-ce que quand tu dis le chef accompagnateur, là, est-ce que c'est des humains qui peuvent se rendre disponibles chez LexRock qui vont, par exemple, dans mon entreprise, m'aider à configurer, à mettre en place ce système-là? Oui, tout à fait. On va prendre un exemple, un cas concret que tout le monde peut comprendre. Mettons, vous êtes une entreprise, puis vous recevez plein de factures. OK? Donc, il existe dans le marché des outils pour pouvoir lire les factures. Nous, ce qu'on va faire, on va aller s'asseoir avec le client, on va dire, OK, tu reçois des factures, tu voudrais utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir régler ton problème, pour aller plus vite, et l'idée, c'est on va s'asseoir avec, on va analyser, on va dire, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'on est en train de prendre un canon pour tuer une mouche ou pas, essentiellement en utilisant l'IA pour ça? Ouais. Donc, si on a 20 factures à traiter par mois, c'est pas pertinent de regarder. Mais si on en a 50 000 à régler par mois, ou si on en a juste 2 000 à régler par mois, ça devient important. Donc, ce qu'on va faire,
on va s'asseoir avec et on va utiliser notre technologie dans ce cas-là, dans des cas d'utilisation. On va dire, regarde, ce que tu faisais manuellement, c'est ça, on pourrait avec l'intelligence artificielle. Et là, je reviens là. Nous, on est des spécialistes dans le monde du traitement automatique du langage naturel, dans la recherche d'informations et dans l'extraction d'informations. En IA, on peut pas être... Moi, je considère... Ça fait 30 ans qu'on fait ça, là, qu'on fait des systèmes pour faire ça. Donc, l'idée, c'est... On peut pas être spécialisé dans tout, mais dans ce domaine-là, c'est notre domaine d'expertise. Donc, je continue. Donc, l'idée, c'est la facture. On prend la facture. La facture, on la lit, mais on va aller plus loin que ça. On va dire, on va pas juste chercher l'information, on va dire, c'est-tu le bon nom de compagnie? Est-ce qu'il est au registre des entreprises? Est-ce que le numéro de TPS TVQ est correct? Est-ce que c'est le bon numéro qui est associé? Est-ce que les lignes de la facture ont été bien calculées? Donc, par exemple, on met dans la facture 4 fois 100 $, puis il met 500 $ comme total, ben on recalcule ces choses-là. On recalcule les taxes, évidemment, et tout. Donc, on vient. Mais si on fait ça dans LR Studio, pas juste pour des factures, on fait ça pour des contrats, on fait ça pour des états financiers, on fait toutes sortes de choses. Donc, c'est un outil d'aide à la tâche pour les humains, pour accélérer leur travail et les enlever des tâches qui sont des tâches qui peuvent être automatiques et plutôt utiliser des tâches à grande valeur intellectuelle dans le contexte. En fait, j'en parle souvent. J'ai parlé de ça bizarrement dans une chronique avec Benoît cette semaine, Benoît Dutrisac, parce que je disais, tu sais, il faut pas avoir peur de la technologie en ce moment. Là, tu sais, le mot intelligence artificielle fait peur à des gens. Là. Tout le monde pense qu'il va y avoir des robots dans les rues demain. Là, mais tu sais, à la base, l'étape 1, c'est d'utiliser des technologies comme LR Studio juste pour te permettre comme humain de travailler sur des tâches à valeur ajoutée, là, ou de diminuer ton stress parce que tu as des automatisations, etc. Alors, de voir une société comme avancer là-dedans dans le traitement de... Est-ce qu'on peut appeler ça du traitement documentaire ou... Oui, traitement documentaire ou de l'IA documentaire, exactement. Par exemple. Oui. Alors, moi, je trouve ça incroyable. T'sais, imagine ce que ça va amener prochainement comme possibilité. Tu sais. C'est sûr, des gains assez importants de productivité. Alain, on entend aussi beaucoup parler ces temps-ci de l'IA qui finit un peu par remplacer, j'ai envie de dire, des humains. Microsoft a annoncé des mises à pied, etc. Toi, est-ce que tu es clairement un enthousiaste de ces technologies-là, mais est-ce que tu le demeures malgré tout? Yoshua Bengio a dit plus tôt cette semaine qu'il s'attendait à la fin du monde dans les 10 prochaines années. Est-ce que tu veux jouer au Nostradamus avec nous, Alain, quelques instants? En fait, je fais des présentations. Hein. Je présente à je fais des conférences et je dis à tout le monde que bien malin celui qui peut prédire ce qui va se passer dans 3 mois, dans 6 mois en IA. Et on peut essayer puis je présente Ray Kurzweil. Je sais pas si vous connaissez Ray Kurzweil. Bon, mais Nostradamus, ça n'est un Nostradamus qui essaie de prédire ça fait 30 ans ou 40 ans qu'il prédit la fin du monde. Oui, mais en même temps, c'est pas un nono. C'est un gars qui a eu 21 doctorats honorifiques, qui a eu plein de choses. Je sais pas qui les donne, ces doctorats honorifiques-là, mais il y a quand même, c'est ça. Donc, si on veut... moi, ce que je peux vous dire, c'est... puis c'est une opinion très personnelle. Moi, j'aime ça parler de l'IA avec des lunettes roses et en étant enthousiaste, mais en même temps, c'est important de se préoccuper de ce qui se passe en ce moment. Moi, je pense que l'IA, les agentiques, l'IA agentique, les agents IA, quand on me parle d'autonomes, des agents IA autonomes, ben il faut mettre des balises. Je suis du même avis que Yoshua Bengio. Je vous dirais, il y a 1 an, j'étais plutôt un petit peu crédule en disant oui, non. Je dirais aujourd'hui, ce qu'il a fait avec, je sais pas si vous avez écouté le TED qu'il a fait la semaine passée, ben je pense que il faut au moins y réfléchir, il faut le faire. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un gars qui est au Québec qui s'en préoccupe. Il y a plein de gens alentour de lui qui s'en préoccupent, puis on peut devenir un porte-étendard au Québec. Le Québec peut devenir un porte-étendard pour l'IA responsable. L'IA responsable, c'est pas juste d'économiser de l'énergie, des choses de même, c'est aussi de mettre ces barrières-là. Et il lève un flag, puis je suis tout à fait d'accord avec ça de se lever là. Mais ceci dit, moi je pense, puis je vais vous donner un petit... Moi je dis souvent aussi,
le gros boom qu'il va avoir, là, éventuellement, c'est quand le quantique et l'IA va se joindre ensemble. Quand les deux vont être ensemble, je pense que là, il va y avoir un grand boom. Mais je sais pas quand est-ce que ça va arriver, mais je m'arrête là pour les prédictions. Ça serait un bon type de film, ça, avant le boom. Alain Lavoie de Lex-Rock AI, merci d'avoir été avec nous. Très intéressant comme toujours. Puis on se merci retrouve, beaucoup. Puis n'hésitez pas à me reconsulter si jamais vous avez besoin. Sans ça faute. va me faire grand plaisir. Et la semaine prochaine, pour conclure, on va faire une annonce à peu près similaire à ce qu'on a fait la semaine passée. Mais avec un grand groupe européen qui va nous aider à nous déployer sur le marché. Faudra te réinviter. Bonne fin de journée à toi, Alain. À bientôt. Au plaisir. À bientôt. Francis Gosselin et Philippe Richard Bertrand remplissent vos poches sans vous les vider. Good show, Philippe. Yes. Ça s'est bien passé. Yes. On est très anglophone. Hein? Allez, Canadiens, allez. Avant qu'on aille une plainte à l'OQ. Oui, c'est ça. Ou une mise en demeure de Robic. Bon, écoute, étonnante histoire que celle d'une jeune artiste poursuivie par un festival. C'est vraiment David contre Goliath. Je suis pas avocat. Je peux pas donner mon opinion juridique. Moi, je donne le mien allègrement. Mais ça, on fait de la chronique économique ou on n'en fait pas, n'est-ce pas? Évidemment, c'est plate. C'est plate, effectivement. C'est plate aussi, moi, comme de manière générale, quand je vois des entrepreneurs qui s'entendent mal entre eux alors qu'ils ont tout à gagner à collaborer. Sinon, Sylvain Charlebois, toujours aussi excellent, évidemment, avec nos comportements à l'épicerie, là, moi et mon... Mais j'ai été étonné. J'ai été vraiment surpris par les données qu'il nous a données. Moi, je pensais vraiment qu'il y aurait un impact. 4% là, à peu près. Là. C'est pas rien. C'est des centaines de millions. Mais honnêtement, là, je vais le nommer parce que c'est pas très grave, c'est pas de la pub, là, mais moi, je magasine soit chez Costco ou chez Pasquier, qui est une épicerie québécoise. Puis, les gens chez Pasquier, me disaient dans les allées là, que c'était la folie en ce moment. Ils sont restés près avec du stock américain, de céréales, des affaires. Mais là, tu dis... C'est juste que... puis là, je suis pas un expert. J'ai juste l'impression que des fois, si tu regardes tout ce qu'on importe des États-Unis, là, tu dis « Oh my God, l'étalage des bleuets! » 100% des bleuets, mais c'est comme les bleuets, dans la totalité de ce qu'on échange en agroalimentaire avec les Américains, c'est pas 1%. Tu vois ce que je veux dire? C'est là où on voit ça plus gros parce que c'est très visible et très symbolique. Mais tu sais, tes céréales Kellogg's, là, tu les achètes pareil, là, mais All Brand, je devine que c'est pas fait au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Là, tu vois, je veux dire, tout ça, le yoga. Mais moi, dans ma maison, on a arrêté. On a vraiment, il y a des marques. En tout cas, écoute, bref. Et on a fini avec Alain Lavoie. Toujours intéressant de voir quelqu'un, un visionnaire dans le domaine de l'intelligence artificielle, nous parler de souveraineté, nous parler de durabilité, puis un petit souveraineté des data. Petit clin d'œil envers notre ami Yoshua Bengio. Faudrait bien qu'on l'invite, un de ces quatre, à l'émission qui vienne nous parler de la fin du monde imminente. Merci d'avoir été avec nous, chers amis. On se retrouve la semaine prochaine. Même place, même heure pour un nouvel épisode. Tous les épisodes de Prends pas ça pour du cash sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.